faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast. Comme ça, on aura enfin terminé les films pour le mois d'octobre. Donc voilà, je continue la face cam. Du coup, oui, parce qu'on en a eu beaucoup. On est au 1er novembre, donc là, ça va être, je pense, le dernier film avant au moins une bonne semaine. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de films. Et fallait que je termine sur celui-ci. C'était le premier film dont je voulais faire la critique sur la liste des 4 films. Le problème, c'est que j'ai eu des problèmes de temps, j'ai eu des problèmes au niveau des critiques. Du coup, voilà, je termine par celui-ci. Alors, faut savoir que cette vidéo, c'est une forme de deuxième partie pour, je sais pas, pour ceux qui ont pu voir la première partie qui était destinée au film 99 francs. Qui était la première collaboration avec Jean Dujardin et Yann Kounen. Et du coup, c'est une forme de deuxième partie, mais vous n'êtes pas obligé de la voir. C'est juste en fait pour mieux comprendre certains enjeux qui sont liés au film dont on va parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'avais justement parlé dans le premier podcast sur les attentes que j'avais justement par rapport au film dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, trêve de blabla parce que j'ai pas envie de parler un peu plus du film, je parlerai après de mes attentes. Donc aujourd'hui, nous allons parler du film L'homme qui rétrécit, réalisé par Yann Kounen. Notre vie est passagère. Un film, c'est ce que nous sommes. Donc L'homme qui rétrécit, donc c'est un film français bien évidemment, donc qui est sorti le 22 octobre 2025, c'est pour ça que je suis un peu en retard, il y a quand même eu 2 semaines depuis que le film est sorti. Donc il est réalisé par Yann Kounen, donc c'est un film qui coûte à peu près 21 millions d'euros, ce qui est plutôt énorme, je crois qu'on est sur le même budget avec Kaamelott, etc. Et d'ailleurs, les 21 millions d'euros sont plutôt bien représentés, on va dire, dans le film plutôt. Tu le ressens. Et du coup, oui, c'était un film qui était un peu bordélique, lié au bouchon qu'il y avait entre les sorties de Kaamelott 2, le film d'Orelsan, et celui-ci, en fait, il y avait plein de films qui chevauchaient. Bon, bref, c'était la merde. Donc, oui, il est bien évidemment adapté du livre original de Richard Matheson que je n'ai pas lu, mais qui me donne vraiment beaucoup envie après avoir vu le film, et aussi adapté bien évidemment du film original de Jack Arnold qui était sorti en 1957, que je n'ai pas vu aussi. Donc voilà, je suis vierge de tout ce qui est au rapport avec ce film. Je ne connais pas le film original, je ne connais pas le livre original. Du coup, c'est une grande première pour moi. Ce qui est intéressant, ça permet d'avoir un œil neuf sur ce projet. Le film est écrit au niveau du scénario par Yann Kounen, comme d'habitude, parce que il aime bien aussi un peu mettre sa patte sur l'écrit, sur la rédaction, et Christophe Deslandes. Voilà. Au casting, on va dire qu'il n'y a pas énormément de casting, il y a juste 3 personnes importantes. Donc il y a Jean Dujardin, bien évidemment, dans le rôle principal. On a Marie-Josée Croze qui joue sa femme, et Daphné Richard qui joue sa fille. En gros, c'est vraiment une famille, mais globalement, on suit surtout le personnage de Jean Dujardin. C'est un trio de comédiens, hein, voilà, rien de plus, mais c'est intéressant aussi de se regrouper sur 2 petits personnages ou 3 petits personnages, c'est toujours intéressant, même si bien évidemment le film est porté essentiellement que sur Jean Dujardin. Voilà. Pour l'histoire, alors nous suivons le personnage de Paul, qui est interprété par Jean Dujardin, et qui est un mec, on va dire, un homme heureux, on va dire ça comme ça, heureux je sais pas, mais comblé, voilà, tout lui va bien, c'est-à-dire qu'il a une femme, il a une fille, etc. Enfin voilà, la vie de famille cool. Il a une espèce d'entreprise de construction navale, voilà, parce qu'en plus il a une espèce de maison au bord de la mer, donc c'est cool. Et le truc, donc rien d'intéressant pour l'instant, rien de surnaturel, parce que c'est un film un peu, on va dire, fantastique. Rien de surnaturel. Pourtant, lors d'une petite baignade, voilà, on va dire ça comme ça, lors d'une petite baignade, il va y avoir une espèce de phénomène un peu paranormaux, un peu surnaturel, on pourrait pas vraiment dire. C'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que on t'explique jamais véritablement cette espèce de côté phénomène surréaliste. C'est ça qui est vraiment intéressant. De toute façon, c'est pas le point de vue, c'est pas l'intérêt de ce long métrage. Et il va se passer quelque chose au sein de, on va dire, du corps de ce mec, de Paul, puisque en fait, il va découvrir qu'au fur et à mesure,
tous les mois, on va dire toutes les 2 jours, etc. Son corps commence à rétrécir. C'est un phénomène qu'il ne comprend pas, que personne ne comprend, et ça va devenir le problème de tous les emmerdes qui va arriver à ce mec, parce que sa vie va complètement changer. Voilà, je veux pas dire plus, je veux pas plus spoiler, parce que vous vous doutez bien avec les bandes annonces que vous avez déjà pu voir et celles que je vous ai montré, il y a une histoire de cave, etc. parce qu'il va être emprisonné lié au rétrécissement. Mais j'ai pas envie de plus en parler parce qu'en fait c'est plus une deuxième partie, l'histoire qu'il y a dans la cave, etc. C'est un huis clos, la deuxième partie est un vrai huis clos. Mais voilà, j'ai pas envie d'en dire plus pour vous garder certaines surprises. Peut-être que vous l'avez déjà vu parce que le film est déjà en salle depuis 2 semaines. Donc voilà, et en plus quand vous voyez le synopsis, ça spoil encore un petit peu. Mais voilà, il faut juste partir sur le principe que ce mec, il y a eu un effet un peu surnaturel, etc. Et il va commencer à rétrécir pour aucune raison. Donc oui, ça fait très film Ant-Man, etc. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais on est très très loin du côté fun, hein. Là c'est extrêmement dramatique, c'est un film tragique même, hein. Vraiment, c'est-à-dire que cette espèce de poids, on va dire, cette destinée très tragique, il n'y a pas de véritable solution, c'est tout de suite dit de toute façon, hein, véritablement on va pas avoir un effet surnaturel qui va le refaire grandir, non. Il a choisi il a ce destin, c'est absolument terrible, et c'est ça la force de ce film. Alors, l'homme qui rétrécit, c'était une énorme curiosité, parce que déjà, grand fan de Dujardin, vous devez le savoir si vous avez justement vu la vidéo sur 99 francs, je pense que je la mettrai, elle popera comme ça. Mais aussi, nouvelle collaboration entre Yann Kounen et Dujardin, qu'ils n'avaient pas fait depuis 18 ans, depuis 99 francs, donc ça m'intéressait. Je trouvais le projet assez fascinant, comment ce projet, qui était adapté d'un bouquin américain, pouvait être retranscrit dans un côté français, etc. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le film. Comment on allait remoderniser en fait le film original et le livre original, tout en empruntant un code un peu plus français, un peu plus réaliste. Même si je trouvais que ce qui était vraiment intéressant, c'était que le film se voulait être extrêmement... il apportait un certain savoir-faire qui était lié au fait que le film était tourné à l'échelle un peu naturelle, c'est-à-dire qu'on avait des vrais décors, il y avait l'échelle de taille aussi, le jeu du gigantisme, tout simplement, et qui rappelle beaucoup de films, on va dire, plus avec un certain savoir-faire. Et aussi parce que voilà, Yann Kounen, c'est un réalisateur. Bon, j'ai pas vu énormément de films, justement. J'avais dit dans 99 francs, dans le podcast de 99 francs, que je n'avais vu que 2 films de lui. Et aujourd'hui, j'ai découvert un autre film. Alors ça, c'est lié plus à l'actualité. J'ai découvert Doberman. On en parlera peut-être un petit peu. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur Doberman, mais c'est plus parce que oui, lié à l'actualité, là aussi, on en parlera. Une annonce qui était quand même assez tragique, qui est arrivée hier soir. Donc Kounen, je me dis comment il va faire ça, parce qu'il a un côté très expérimental. Yann Kounen, j'en ai déjà parlé. Comment il va faire pour, on va dire, remaker ou redonner un peu un goût de moderne. Donc je me disais pourquoi pas. En toute honnêteté, après visionnage, c'est une très bonne surprise. Vraiment, je suis sorti de là extrêmement satisfait de voir un film avec un concept à la fois qui fonctionne, qui ne tombe presque jamais dans le cliché, ou en fait le concept, il s'essouffle jamais. C'est ça qui est vraiment intéressant. Si ce n'est un truc un peu dérangeant, mais bon, je reviendrai à la fin, mais c'est peut-être le seul défaut que je pourrais dire sur le film, qui est un peu contraignant, mais j'en parlerai après, parce que sinon le film, pour moi, c'est une très très bonne surprise de cette fin d'année. C'est un film qui marche, qui fonctionne de bout en bout. Alors déjà, je dirais même que c'est un des meilleurs films français, ou un des films qui m'a le plus convaincu, justement, avec le film d'Orelsan. D'ailleurs, c'est intéressant de faire ce parallèle entre les deux films, parce que il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de choses qui reviennent sur ces deux films. Sur la place aussi que peut avoir ces deux mecs, que ce soit Orelsan ou Dujardin. Bon, j'irai pas dire que ce sont les mêmes films, mais voilà, c'est intéressant de voir deux films qui ont cette idée de concept qui fonctionne jusqu'au bout. Alors peut-être que L'homme qui rétrécit fonctionne un peu plus que celui d'Orelsan, parce qu'en effet, celui d'Orelsan, comme j'ai dit, c'est un peu trop long. Je trouve que c'est un peu mal rythmé, alors que celui-ci, le film fonctionne très bien. Le film dure 1h40. On s'ennuie jamais, il y a toujours de l'action, c'est toujours bien rythmé, donc ça c'est vraiment un point extrêmement fort, parce que voir un film qui fonctionne aussi bien en 2025, c'est assez compliqué, et alors pour un film français, j'en parle pas, c'est vraiment très bien. Mais oui, globalement, ce que j'en ai pensé, c'est que, premièrement, la grande force du film, c'est son concept.
son concept parce que il marche, parce que en fait il marche surtout pour un film français, parce qu'il arrive à le rendre réaliste, il arrive à le rendre presque extrêmement cohérent, c'est-à-dire que le côté poids, c'est-à-dire que des moments tout en fait devient un poids moral pour le personnage de Dujardin, et c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi ce mélange un peu fantastique aussi, enfin je sais pas si on peut dire vraiment fantastique parce que la force du film c'est justement de donner ce concept qui paraît réaliste et qui le donne presque fantastique. C'est ça qui est intéressant, tout devient un poids, une étape, une épreuve pour le personnage du Dujardin, donc c'est vraiment intéressant. Le film tombe jamais dans le mauvais goût parce que comme j'ai dit il arrive à tenir en 1h40. Il est court, il est simple, on s'ennuie jamais. Il ne dédramatise jamais. Je dirais même qu'il ne dédramatise pas, il l'intensifie car le film est extrêmement sombre. Il va de plus en plus dans le tragique et le dramatique. Et justement, à mesure que le rétrécissement du personnage de Dujardin s'intensifie, tu sens que ça devient de plus en plus un poids de plus en plus lourd. Déjà, premièrement, parce que il va construire. En fait, Kounen va construire son film en 2 parties. Premièrement, il y a eu la partie où il va y avoir la découverte de ce phénomène avec le personnage de Dujardin, qui va être de manière assez émotionnelle, c'est-à-dire que c'est un poids, on va dire, émotionnel, où en fait tu ressens le tragique de cette vie qui bascule dans un drame qui peut pas s'échapper de cette espèce de drame. Et en fait, tu vois la dureté, l'horreur pour le personnage de Dujardin, ce qui est vraiment intéressant, le fait qu'il devient de plus en plus petit, il devient plus petit que sa femme, plus petit que sa fille, c'est vrai, et en fait il est obligé de se cacher du monde de la société, c'est terrible de voir ça. Et aussi parce que voilà, la maison elle est à vendre, etc. En fait, toute sa vie bascule et c'est horrible. Alors oui, en plus il y a ce côté peur du mystérieux, peur de l'étrangeté, parce qu'on ne sait pas véritablement comment tu peux réagir face à ce genre de situation. Ta vie, en fait, n'existe plus, ta vie ne marche plus, quoi. Et d'ailleurs, il y a une scène en espèce de plan séquence vraiment excellent qui va ajouter, je pense, qui va en fait jouer sur le changement de rôle avec Dujardin. Ça aussi, c'est intéressant, je vais en revenir, sur le fait que Dujardin, qui devait en fait... sur le fait que le rôle que tenait Dujardin, c'est devenu celui de sa femme, c'est-à-dire que ce n'est plus lui l'homme de la situation, c'est devenu elle, et on la voit au fur et à mesure sur plusieurs endroits, qui peut être vu justement par des endroits dans la maison plus masculine, on va dire ça comme ça, et tu vois que lui il ne fait plus rien, il est là, il attend. Et je trouve que ce plan séquence c'est vraiment très bon, il n'est pas exceptionnel, mais il est extrêmement efficace et pertinent dans le récit et dans la narration que veut mettre en place Kounen sur cette idée de changement de rôle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on va dire qu'il y a une analyse assez subtile en fait sur le mythe un peu de l'homme, le mythe viril de l'homme, c'est ça qui est intéressant. En fait il devient de plus en plus petit que sa femme, que sa fille. En fait il y a aussi la relation entre lui et sa fille, il va y avoir un espèce de changement de rôle qui est assez sympa aussi. Sur la dimension, sur le gigantisme, il perd en fait son aura d'homme un peu masculiniste, on va dire ça comme ça, hein, entre guillemets, car en fait c'est intéressant d'avoir pris justement Jean Dujardin qui représente, on va dire, une forme de symbolisme un peu charismatique, avec sa stature, son corps, le corps qui est justement en fait une image en fait dans le film qui est assez important parce que on voit beaucoup le personnage du Dujardin torse nu comme un espèce d'homme des cavernes avec sa grosse barbe, son espèce de tunique, ses accoutrements, parce que là aussi il y a la question des vêtements qui est assez intéressant, mais voilà, il devient un espèce d'homme des cavernes avec très peu de vêtements, donc ouais c'est assez intéressant. Il redevient en fait, il désévolue, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais oui il y a une espèce de transformation à l'envers quoi, c'est le darwinisme à l'envers quoi. Du coup il redécouvre en fait comment se nourrir, comment survivre, comment se défendre, comment tuer, etc. Et alors là je parle plus de la deuxième partie, mais c'est assez intéressant de voir ça, de voir comment en fait le personnage va se transformer, va évoluer, mais voilà c'est plus une évolution à l'envers, on va dire ça comme ça, parce que t'as une première partie qui est plus émotionnelle et l'autre est beaucoup plus physique, et en fait les deux se mélangent assez bien dans le film, ce qui est vraiment donne cette espèce de mélange et une conception, une construction de la narration vraiment convaincante. Et bien évidemment, la deuxième partie, comme je vous ai dit, elle est beaucoup plus sur l'action, sur la tension, et tout ça est glorifié déjà par un travail impressionnant sur les décors, sur le fait qu'il y a un travail incroyable sur l'échelle du gigantisme, des dimensions. Il y a un vrai travail, mais
incroyable où en fait tu sens que tout est palpable. Tous les éléments qui paraissent insignifiants pour nous, je sais pas moi, une épingle, une aiguille, parce qu'en fait l'aiguille va être un moyen de défense, ça va être le seul moyen de défense qu'il va avoir. La goutte d'eau aussi qui devient une espèce de une forme d'explosion de liquide. T'as l'impression que c'est une énorme boule liquide que tu te prends dans la tronche. C'est impressionnant de voir ça, quoi. Il y a vraiment un effet palpable où tu ressens ce monde parallèle, je sais pas si on peut vraiment dire parallèle, mais tu ressens un monde, on va dire parallèle, mais c'est le nôtre, mais d'un point de vue différent, et en fait tout semble vrai, que ça soit aussi la bouffe. Le mec, quand il bouffe un fromage, on dirait une espèce de souris, il devient un animal, il devient un véritable animal, c'est ce qu'il va dire à la fin du film. Le bruit des pas aussi, c'est super intéressant. Parce que plus il va rapetissir, plus en fait le bruit va être quelque chose de insupportable. Déjà quand tu l'entends, je spoil pas, mais il y a un moment où en fait sa femme va lui gueuler dessus, et pourtant et aussi il y a l'effet du son, parce que quand il parle en fait on n'entend plus rien, plus il devient petit, plus il rapetissit, en fait voilà, personne ne l'entend, il est à la cave, etc. Et pareil, quand quelqu'un lui gueule dessus, ça va lui faire extrêmement mal aux oreilles, et à la fin c'est encore plus fort, parce que vu qu'il rapetissit, ce son devient de plus en plus percutant, ça devient même presque douloureux pour lui, et ça c'est super intéressant. Et ça montre qu'en fait il ne peut même plus vivre dans le monde, il ne peut même plus côtoyer des humains, parce que tu vois avoir toujours une relation avec des humains au fur et à mesure où il rapetissit, mais il y a un moment il ne peut plus vivre avec des êtres humains parce qu'ils sont trop imposants. C'est genre l'attaque des titans, si vous voulez une référence un peu plus moderne. Et ça, je trouve que c'est extrêmement pertinent dans l'œuvre que veut faire Yann Kounen. Et c'est d'ailleurs ce que dit le personnage de Dujardin à la fin du film. Je spoil pas encore une fois, mais c'est juste une phrase où il dit maintenant, et ça aussi on reparlera sur le côté voix off qui est vraiment le gros point négatif du film. Il devient même plus un être humain, il devient un être vivant qui est là pour survivre. Il survit, il n'est plus une personne, il est un être vivant, un animal qui est là juste pour survivre, et ça c'est vraiment intéressant, c'est ce qui te montre à la fin du film. Je ne dis rien sur la fin est excellente, elle a un propos à la fois alarmiste mais à la fois douce amère, enfin c'est je trouve la fin extrêmement convaincante. Alors comme je vous ai dit, je ne connais pas la fin originale, mais je l'ai trouvée assez belle mais aussi tragique, mais il y a un mélange des deux qui est assez étonnant, quoi. Et du coup oui, ce monde palpable, comme j'ai pu le dire, tu le ressens, et c'est du semi-fantastique, quoi, parce qu'il y a un décor, il y a un savoir-faire où, oui, il y a des VFX un petit peu, j'allais me dire dégueulasse, non, pas du tout, je trouve que les effets spéciaux sont plutôt bons. Oui, t'as ça avec l'araignée, etc. D'ailleurs, l'araignée, là aussi, t'as une scène, on va dire, d'action avec l'araignée qui est impressionnante, parce que là aussi, le côté menaçant, tu vois qu'en fait l'araignée devient de plus en plus menaçante. Au début ça devient un ennemi, on va dire au milieu du film, et ça devient un monstre exceptionnel, tentaculaire, enfin c'est un monstre qui est énorme, et c'est super intéressant, où il devient plus le chasseur, il devient la proie. Je trouve que c'est vraiment bien conçu. Encore une fois, je dis ça parce que je n'ai pas vu le film original ou je n'ai pas lu le livre. Peut-être que beaucoup vont rien apprendre et vont dire oui, en fait c'est juste un remake du film original, mais je trouve que c'est extrêmement pertinent, encore une fois. Et oui, comme je voulais parler avec ce monde palpable, c'est du semi-fantastique. Et ça donne, et c'est ça la force du film, c'est que ça te donne un sentiment de vertige. Tu ressens les peurs de ce mec, tu ressens les peurs de Dujardin, tu ressens toute l'horreur, toutes les étapes, tous les défis qu'il doit entreprendre. D'ailleurs, la fin est assez étonnante sur ça, hein. T'as vraiment peur pour lui, tu te dis, mais en fait, il va crever dans tous les cas. Tu te dis, mais il va mourir, il ne pourra plus jamais... il ne peut pas survivre, c'est impossible. C'est un huis clos, mais un huis clos qui devient de plus en plus un terrain de jeu unique dans cette espèce de cave, et c'est ça qui est intéressant. Et tout ça est lié à cette espèce d'atmosphère, comme j'ai dit, qui est assez sous tension. Et justement, cette espèce d'ambiance très anxiogène, alors c'est drôle parce que comme j'ai pu le dire, c'est un huis clos, mais en fait, vu qu'il rapetissait, le huis clos devient de plus en plus un terrain de jeu, hein. C'est ça qui est intéressant, mais oui, en effet, cette atmosphère, elle a été intensifiée, je trouve, par la musique d'Alexandre Desplat. Alors, ça c'est assez fou parce qu'Alexandre Desplat pour moi c'est un compositeur un peu quelconque. C'est con parce qu'il est français, mais j'ai toujours trouvé qu'il faisait de la musique bon, j'allais dire un truc j'allais faire une vanne un peu à chier, mais oui, c'est un réalisateur qui fait de la musique un peu plat à l'image de son nom de famille. C'est comme si personne n'avait déjà fait cette vanne. Je suis vraiment pas fan de ce qu'il a fait.
hormis 2 compositions que je trouve intéressantes, qui est La forme de l'eau, où je trouvais qu'il y avait quelque chose de très symphonique, de très beau, et la musique qu'il a composée pour Harry Potter, deuxième partie, Les reliques de la mort, je la trouvais très belle, très émotionnelle. Mais en fait, c'est peut-être ça un peu la force de ce compositeur, on va dire ça comme ça, c'est que oui, il fait de la musique symphonique, d'ambiance, mais c'est aussi la faiblesse pour moi de ce réal. Mais je trouve que Desplat a fait un peu d'effort. Alors je sais pas pourquoi Desplat, tous les réalisateurs le veulent. Moi je trouve qu'il est pas exceptionnel, et surtout que bon, on aurait pu avoir un compositeur un peu plus unique dans le cinéma français. Enfin, je sais qu'il compose dans beaucoup de films américains. Et du coup, oui, je trouve que Desplat fait des efforts parce que il donne une ambiance à la fois dérangeante dans beaucoup de moments, mais aussi des musiques plus calmes, plus, on va dire, plus feel good, plus cool. Mais il y a aussi des moments sous tension, et c'est vraiment intéressant. Donc oui, la musique est vraiment pas mal, elle est pas folle dingue, mais je trouve qu'elle intensifie ce côté ambiance, ce côté un peu tragique. Donc c'est pas mal. Cependant, bon, j'ai quand même 2-3 petites choses à reprendre sur le film. Déjà, pour moi, le gros problème du film, parce qu'il n'y en a qu'un seul, parce que sinon je trouve que vraiment le film est excellent, c'est sa voix. Notre vie est passagère. Un film, c'est ce que nous sommes. Voilà. Le problème, c'est que je sais qu'elle était dans le film original. Le problème, c'est pas qu'elle est présente, parce que je trouve qu'elle est pas si présente que ça, mais je trouve qu'elle alourdit énormément de scènes. Je pense qu'on aurait dû l'enlever totalement, parce que déjà que le film a pas énormément de dialogue, et en fait du coup tout se fait par la narration visuelle, et ça c'est quelque chose qui est exceptionnel, enfin qui est ultra important pour moi. Un film qui a très peu de dialogue, ou en tout cas qui ne fait passer que ses émotions ou ses dialogues que par le visuel, c'est quelque chose de assez fort et que je vois très rarement, surtout dans les films de maintenant. Et en effet, le film fait passer énormément d'émotions, parce qu'en effet c'est fait pour ça aussi, et le film fait passer énormément d'émotions par la narration visuelle. Le problème, c'est qu'il y a cette espèce de voix de Dujardin. Alors c'est pas dérangeant, mais je trouve que ça alourdit énormément le récit qui n'en avait pas besoin. Déjà que je le voyais dans la bande-annonce, je me suis dit bon, c'est ok, pourquoi pas, j'espère que c'est juste dans la bande-annonce. Non, comme je dis, elle est pas totalement présente, ça va, mais je ne vois pas l'intérêt, parce que tout ce que ressent le personnage du Dujardin, on le voit à travers l'écran. Donc il n'y avait pas besoin de surexpliquer, encore une fois, ça c'est un truc qu'on voit trop souvent dans les films, tout le temps de surexpliquer, etc. Et là en plus c'est en voix off, donc c'est lourdingue, c'est vraiment... c'est pas très subtil quoi. Donc oui, hormis cette espèce de voix off, j'ai pas grand chose à redire sur le film, déjà parce que je trouve qu'il a aussi un message assez important. En fait, il a plusieurs thématiques vraiment très intéressantes. Il y a, comme j'ai dit, cette espèce de d'analyse sur le mythe de l'homme moderne, mais de l'homme avec un petit H, comme ça on fait la petite vanne. Mais là aussi c'est vraiment intéressant, comme j'ai pu le dire. Et aussi sur le concept de notre vision, notre rapport à l'infini. Parce qu'en effet, Dujardin va se dire, oui, quand on lève la tête vers le ciel, voilà le gigantisme, voilà l'impressionnant. C'est ça, oui, ça c'est intéressant, et en effet, tu vois qu'on n'est que poussière dans cette planète, et que le fait que Dujardin va encore apetissir, on montre qu'on n'est absolument rien. Donc il y a tout ce rapport à l'infiniment petit ou à l'infiniment grand, qui est vraiment très intéressant. Tout au long du film, ça pose d'excellentes questions un peu philosophiques. Donc ouais, je trouve qu'il a énormément de thématiques vraiment intéressantes, encore une fois. Et malheureusement, c'est dommage que ça soit un peu alourdi par cette espèce de voix off, qui est pas insupportable, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on aurait dû complètement l'enlever, et alors là, ça te fait vraiment un film excellent. Et un très 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 bon film de genre, quoi. Et encore une fois, j'aurais préféré quand même... voir ce film avant de voir Kaamelott ou Chien 51, qui sont pour moi des films qui ne fonctionnent pas. Chien 51 pour moi ne fonctionnait pas parce qu'il était beaucoup trop cliché, parce que il n'avait rien de neuf, c'était du revu et du revu, sauf que c'était à la sauce française. Kaamelott volume 2, c'était un autre problème. Mais du coup voilà, on se retrouve avec 4 films français qui sont sortis au mois d'octobre, 2 qui sont vraiment plutôt très bons, et d'autres qui sont, désolé de dire ça, qui sont vraiment pas bons quoi. Donc c'est dommage, après vous ferez votre avis. Bon, moi je vous le dis tout de suite, ce film il faut que vous alliez le voir. Enfin, j'ai envie de vous dire, ceux qui ne l'ont pas vu, moi comme je vous ai dit, je suis un peu en retard sur ça. Mais bon, je suis content de l'avoir découvert à temps. Donc ouais, je vous conseille vraiment ce film, et je vous dirais même que c'est peut-être le seul film français que je vous conseille véritablement d'aller voir, parce que Yoroi avec Orelsan, je suis pas sûr que ça plaira à tout le monde. Faut peut-être aimer un peu le chanteur, faut peut-être aimer aussi le concept un peu de monstre, etc. Là, je pense que véritablement, c'est un film qui peut vraiment faire aimer, qui peut donner envie à tout le monde.
Surtout pour ceux qui veulent voir quelque chose de différent dans le cinéma français, bah là c'est vraiment, vous êtes au bon endroit quoi. Et peut-être la dernière chose dont j'ai envie de parler, c'est la réalisation de Yann Kounen. Alors là, je suis assez sur le cul parce que Yann Kounen, c'était quand même un mec qui a réalisé beaucoup de films très expérimentaux. 99 francs, Doberman. Je vais en parler un peu de Doberman parce que voilà, Kounen, il a été assez connu que pour ça. Il a fait des films très très chauds, hein, très particuliers. Hein. Il faut vraiment aimer le côté expérimental et le côté fourre-tout. Hein. C'est ultra épileptique tous les films qu'il fait. Et justement, j'ai découvert Doberman aujourd'hui, avant de voir L'homme qui rétrécit. Bon, c'est pas pour rien. C'est parce que on a appris récemment, et de toute façon cette vidéo sera dédiée à ce mec, on a appris hier la mort de Tchéky Karyo, qui était un des acteurs vraiment principaux du film. Bon, il y a Vincent Cassel, mais le deuxième acteur vraiment ultra important du film, c'est Tchéky Karyo, et il est exceptionnel il est génial dans Doberman. Mais voilà, juste parler rapidement de Tchéky Karyo, c'était un acteur extraordinaire, c'était vraiment l'acteur de son gros rôle, hein, c'est-à-dire qu'il a fait... Je pense pas qu'il ait vraiment fait de premier rôle, peut-être dans l'ours, mais là aussi l'ours c'est un peu compliqué, parce que, on va tout dire, le premier rôle c'est les ours, justement. Mais oui, c'était lui qui tenait le premier rôle humain, mais voilà, Tchéky Karyo, c'était quand même un acteur d'un charisme de ouf. C'est dommage qu'il ait jamais eu de premier rôle, parce que je trouve que c'était un mec qui passait tout le temps. Il a eu une carrière de fou aux États-Unis, hein, il a joué dans Bad Boys, il a fait quoi bon, bien évidemment, il a joué dans les films de Besson, enfin dans Nikita. Bien évidemment, faut pas oublier le rôle important qu'il avait dans Nikita. Dans Bad Boys, j'ai pas en tête, je vous montrerai les films dans lesquels il a joué. Je sais qu'il avait joué dans le The Killer de John Woo. Pas celui qu'il a fait en 97 ou 96, je parle celui qu'il a fait avec Omar Sy. Bon, ok, c'était pas son meilleur film. Heureusement qu'il est là, il est pas énormément présent. Mais oui, il a énormément joué aux États-Unis. Il a joué dans GoldenEye. Voilà, j'ai pas en tête tous les films dont il a pu, mais je trouve que voilà, c'est un acteur de son rôle excellent, qui avait un charisme de ouf et qui tenait toujours très bien les rôles d'enculé, les rôles de méchant, etc., de mafieux. Voilà, c'est assez triste de voir partir un mec aussi jeune, 72 ans. Combien ? Cancer, je crois. Donc voilà, et bien évidemment, c'est pour ça que je voulais voir aussi Doberman, parce que il a un de ses meilleurs rôles. C'est un timbré dans le film, un mec complètement cocaïné, c'est un espèce de flic pourri. Voilà, c'est vraiment son rôle, il est complètement fou. Je crois que je dirais même que c'est vraiment l'acteur du film, alors qu'il est en second rôle. Alors les filles, on se pignole toujours sur les voleurs de poules? Mais tout le monde peut pas avoir la chance de torturer des petits dealers de 15 ans. C'est bizarre, j'ai les mains qui sentent la viande. C'est ça le fameux Doberman? Oui, c'est ça le fameux Doberman. Il a une tête de camé. Ils ont tous des têtes de camé. Ça se défonce, ça se flingue. C'est la mode. C'est la mode. Avec moi, tous ces bouffons, ils seraient déjà morts. Et oui, pour revenir justement à Doberman, j'ai toujours voulu voir le film parce que je trouvais que c'était extrêmement barré comme film, et de toute façon il fait que des films de barré, Yann Kounen, donc je voulais un peu tester, et voilà, je voulais un peu tenter vraiment de rentrer dans sa filmographie, parce que j'avais vu que 2 films de lui, c'est-à-dire 99 francs, Mon cousin, voilà. Bon, maintenant j'ai vu Doberman et L'homme qui rétrécit, ça fait 4, et il me reste Blueberry, Vibro Boy, et je crois que c'était Igor et Coco Chanel, je crois, donc voilà. Mais ouais, Doberman, comment dire, c'est barré, c'est complètement fou. Après, je trouve que le problème du film, c'est qu'il fait, il fait un peu vieillot, quoi. C'est-à-dire que je pense que le film fonctionnait de ouf dans les années 2000, parce que je crois qu'il est sorti en 97. Donc oui, le côté un peu sale gosse, le côté rebelle, je pense que ça cartonnait de ouf en 1997, même les années 2000. Mais voilà, en revoyant le film en 2025, bon, déjà le film a pris un petit coup de vieux. De deux, je pense qu'il est plus si pertinent que ça. Même si bon, voilà, il y a le côté, j'en ai rien à foutre de tout, je dézingue tout le monde. Je chie sur les cahiers du cinéma. Enfin non, c'est pas que je chie, je me torche sur les cahiers du cinéma. Ça, c'était très drôle. Mais je pense pas que ça soit aussi
comment on pourrait dire ça, pertinent maintenant de faire un film pareil, ou alors faudrait vraiment le remoderniser. Donc non, c'est pas un film désagréable, mais bon, je trouve qu'il a un peu vieilli, et je pense pas qu'il soit si subversif. Je pense pas qu'il est je pense pas qu'il est si subversif que ça maintenant en 2025. Après voilà, c'est un film très fun, très cool, les acteurs sont complètement barrés, mais voilà, pour moi c'est un film sympa sur le moment, mais assez oubliable. Voilà. Donc c'était juste la toute petite critique pour Doberman, voilà, c'est complètement con comme film. C'est un film d'une connerie abyssale, mais voilà, ça passe. Donc voilà, donc c'était juste mon retour sur Doberman et sur voilà, une petite vidéo qui rend hommage à Tchéky Karyo, qui était un super acteur. C'est dommage de ne pas l'avoir vu dans des rôles plus importants. Voilà. Donc bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit sur L'homme qui rétrécit. En définitive, ce que je peux dire, c'est que pour moi c'est une réinterprétation extrêmement réussie, parce que Kounen a décidé de faire un peu un effort sur la réalisation et d'arrêter le côté un peu psychédélique et faire quelque chose de plus simple, de plus reposé, de plus calme, parce qu'il va mettre en place une espèce d'ambiance qui est excellente, parce qu'on croit à ce monde parallèle, à cette espèce de décor qui paraît naturel mais qui devient une source de jungle dangereuse pour le personnage de Dujardin, parce que les effets spéciaux sont très bons, parce que les décors naturels sont palpables et vraiment uniques, vraiment authentiques. Voilà, parce que c'est un film qui nous plonge dans un océan de vertige, de peur, de malaise, de dégoût. On ressent vraiment le vertige, et alors quand tu te mets à la place de Dujardin, tu te dis mais quelle horreur quoi. Vraiment, c'est un film presque d'horreur, dans un certain sens. Alors oui, il n'y a pas de jumpscare, etc., mais subtilement, le film était fait pour un film d'Halloween, sauf que là, c'est nos peurs beaucoup plus primaires. C'est la peur de l'étrangeté, la peur de l'inconnu, et c'est peut-être ça l'une des peurs les plus terrifiantes qu'on peut avoir dans l'espace humain, on va dire ça comme ça, dans la galaxie humaine. Donc voilà, bien évidemment, le film a une excellente réflexion sur la métaphysique, sur la place de l'homme dans l'univers. Voilà, dommage que cette espèce de voix off un peu alourdisse certains passages, mais après, est-ce que c'est si dérangeant que ça? Non, voilà, non, et ça va pas vous faire déranger, ça va pas vous déranger tout autant sur le film, parce que heureusement cette voix off n'est pas si présente que ça. Donc voilà, ce remake pour moi, ou ce remake, cette réinterprétation, c'est un retour fort, voilà, efficace, tant par voilà, Yann Kounen que par Dujardin, qui est vraiment la star du film, qui est excellent encore une fois. Toujours surprenant dans ses choix de carrière. Dujardin, j'en ai déjà parlé. Voilà. Il tient le film sur ses épaules, il est excellent, j'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà, donc ce que je pourrais dire sur L'homme qui rétrécit, c'est qu'il a un concept simple et petit, comme Dujardin dans le film, mais d'une efficacité infinie, à l'image du courage qu'il doit entreprendre tout au long de ce long métrage. Voilà, bah écoutez, le podcast est terminé. Qu'avez-vous pensé de L'homme qui rétrécit pour ceux qui l'ont vu? Est-ce que vous avez beaucoup aimé? Est-ce que vous avez été déçu? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est mieux que la version originale? Est-ce que c'est moins bien? Je vous avoue que je pense que je vais bientôt commencer le bouquin de Richard Matheson, parce que ça m'a donné énormément envie de lire le bouquin. Je verrai peut-être le film de 1957 après. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, les petits abonnements comme d'habitude. Et moi je vous dis bah à très bientôt sur le Ciné Icecast. Sûrement, je crois, la prochaine vidéo. Je vais me calmer, hein, je ferai pas de grosses vidéos après, à part pour la critique de Frankenstein de Guillermo del Toro. Ça, j'en suis sûr, j'en ferai une, parce que bah on reste dans le fantastique, hein, parce que voilà, le film me donne tellement envie, j'ai envie de voir Guillermo del Toro travailler sur le personnage de Frankenstein, une nouvelle adaptation qui m'est extrêmement fidèle, excellente. De toute façon, toutes les premières critiques sur le film sont toutes excellentes. Donc voilà, ça vous êtes sûr qu'il y aura une vidéo sur le Frankenstein de Guillermo del Toro. J'adore tellement le livre original de Mary Shelley que c'est sûr qu'il y en aura une. Et de toute façon, je crois que les dernières adaptations étaient vraiment pas terribles, je crois, sur Frankenstein. J'aimais bien celle de Kenneth Branagh, même si elle était un peu particulière. Donc voilà, donc dites-vous, voilà, rendez-vous, on va dire la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine,
pour la critique sur le Frankenstein de Guillermo del Toro. Voilà, merci encore pour votre écoute et bah écoutez, à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.